La reprise, je trouve que c'est un formidable outil. Il y a beaucoup de PME en France, beaucoup de PME qui vont être à transmettre dans les années qui viennent. Quand on a un petit peu d'expérience, un petit peu de compétences, on trouve chaussure à son pied, même si c'est un parcours du combattant. François, bienvenue. Très content de te recevoir sur ce podcast. En 2 mots, PME Nation, c'est des interviews qui mettent en lumière nos PME, nos dirigeants et dirigeantes, nos savoir-faire, nos territoires. Et d'une manière générale, c'est de faire comprendre conscience aux nouvelles générations que la PME est une terre d'opportunités et que, au même titre que le private equity, que le M&A, que la start-up ou que le grand groupe, c'est une opportunité unique pour des jeunes diplômés de rejoindre nos PME. Maintenant que l'introduction est faite, à nouveau bienvenue. Si tu peux te présenter en quelques mots. Merci de me recevoir. J'ai 61 ans, j'ai 4 enfants qui ont maintenant terminé leurs études et qui sont dans la vie active et qui sont mes plus grandes fiertés, ainsi qu'une épouse qui m'a toujours soutenu dans mon parcours. J'habite en région parisienne à Versailles et j'ai fait des études d'ingénieur que j'ai complétées par un MBA quelques années plus tard. J'ai travaillé dans le nucléaire les 7 premières années de ma vie, essentiellement dans le retraitement de combustibles irradiés sur des activités d'informatique industrielle essentiellement, dans des activités d'essai, de systèmes, de développement également, et puis de prescription logicielle. Super. Et puis après, j'ai changé complètement de secteur. Le robinet du nucléaire s'est un peu fermé dans les années 95. Et j'ai donc poursuivi mon parcours dans l'industrie automobile, chez des équipementiers automobiles. Et j'ai fait le gros de mon parcours, les 25 dernières années, dans l'industrie automobile au sein d'équipementiers essentiellement familiaux. Parfait. Et du coup, tu es un jeune repreneur, on peut dire ça. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie qui est assez récente? Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai, à défaut d'être un repreneur jeune, je suis un jeune repreneur, mais ce qui prouve que finalement, il n'y a pas d'âge pour reprendre. En fait, j'ai occupé des fonctions dans l'industrie automobile de toutes sortes, que ce soit dans le développement de produits, dans la gestion de projets, dans les activités de développement commercial, dans les activités également de direction de sites industriels, de pilotage de business unit. Et puis, à un moment donné, la passion s'émoussait. Et quand la passion s'émousse, il faut de soi-même se dire je suis plus à ma place et il faut que je change. Donc j'avais 57 ans, voilà. Et donc je me suis dit il est peut-être temps de tourner la page et de passer à autre chose. J'avais au fond de moi-même un projet entrepreneurial que je n'avais jamais réussi parce que les planètes n'avaient jamais été alignées jusque-là, que je n'avais jamais réussi à mettre en œuvre. Et je me suis dit ça y est, les planètes sont alignées, les enfants sont sortis d'affaires, la maison est payée. Donc s'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. Donc les planètes étant alignées, je me suis lancé dans ce projet. Et comme je n'ai jamais eu la chance, l'idée magique du produit pour créer finalement quelque chose de nouveau, je me suis dit, la reprise, c'est quand même une solution qui est tout à fait à ma portée. Et je me suis donc lancé dans ce projet de reprise. Et comment tu as abordé la chose du coup, une fois que la décision était faite, tu as associé ta famille à ce projet? Tu avais un apport personnel, après tu t'es formé. Quelles ont été les premières étapes un peu de cette démarche? Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que, je considérais que mon cerveau pouvait encore fonctionner et éventuellement être utile. Et je l'ai fait essentiellement pour retrouver du sens, du plaisir, une maîtrise de la destinée. Donc, et je crois que la notion de sens, elle est importante parce que c'est ce qui fait qu'on agit tous les jours, qu'on se lève le matin, qu'on a une certaine énergie pour entreprendre, pour développer une activité. Et donc, naturellement, je me suis dit, reprendre une entreprise, c'est un métier que je ne connais pas. Diriger une entreprise, je sais le faire, je l'ai exercé pendant mes 10, 15 dernières années. En revanche, reprendre, c'est un métier différent. C'est pas du tout les mêmes ressorts. Donc je me suis dit, la première chose à faire pour quand on ne sait pas, c'est d'apprendre et donc de se former. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé par une formation qui s'appelle le CRA, Cédant et Repreneur d'affaires, qui est une association finalement qui forme à la reprise d'entreprise. Et après le CRA, du coup, ça t'a confirmé dans ton choix. Il y avait déjà entre guillemets, une bonne promo. Et voilà, comment tu as abordé de manière très pragmatique ce début de recherche? Alors c'est pas un long fleuve tranquille. Comme je le disais juste avant, c'est un métier en soi. Et diriger une entreprise, c'est être capable d'analyser une situation, un marché, de fixer un cap stratégique, de savoir s'entourer de compétences qu'on va manager, et puis ensuite de suivre ce cap stratégique avec les bonnes compétences autour de soi, et puis en faisant face à l'adversité que le marché, les ressources internes, les concurrents nous réservent. Reprendre une entreprise, pas du tout le même métier. Reprendre une entreprise, alors
en MBI, c'est-à-dire en tant que personne physique, c'est Mhm. pas du tout le même métier. C'est être capable de chercher une cible, donc de trouver une cible qui nous correspond par rapport à nos savoir-faire, nos compétences, notre expérience. C'est ensuite être capable de l'analyser et de se dire qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais la développer. Et finalement, c'est exercer un métier transitoire, puisque la reprise, le métier de repreneur, c'est un métier qui dure juste le temps de la reprise. Mhm. Après, une fois qu'on l'a repris, on redevient dirigeant d'entreprise. Ouais. Mais ce métier, qui est une tranche de vie bien spécifique, je ne savais pas l'exercer. C'est ça que je me suis formé. Donc, pour répondre à ta question, j'ai commencé à chercher finalement des cibles qui me correspondent. Donc, j'ai commencé par cadrer mon projet en disant qu'est-ce que je sais faire, dans quelle situation je suis à l'aise, dans quelle situation je suis performant. Et j'ai donc essayé de trouver une cible en adéquation finalement avec les critères que j'avais fixés. Ouais, je me souviens, tu avais défini ça comme la partie chasse, la partie marathon, et au moment de la reprise, au moment de la gestion de la société, la partie course de fond. Donc on peut segmenter comme ça. Au niveau de la partie chasse, donc toi, tu avais défini une fiche de cadrage, tu t'étais donné un timing aussi pour... tu avais un délai imparti pour trouver la cible. Quand on reprend, c'est pas comme quand on va être embauché dans une société, on signe pas un CDI et puis on peut quitter. On se lie les mains le temps de rembourser sa dette. Donc on est quand même pris pour un certain temps, il faut pas faire n'importe quoi. Donc j'ai dit à mon épouse, écoute, je me lance dans ce projet, je ne sais pas combien de temps ça durera, je vais tout faire pour que ça marche, j'espère y arriver, ça n'est pas garanti, mais en tout cas je vais y mettre toute mon énergie. Voilà, ça c'était les données de base. Et puis ça évite aussi les incompréhensions vis-à-vis de son entourage, qui alors t'en es où bon, donc voilà, le fait de poser les bases avec ce petit discours en disant voilà, je vais tout faire pour y arriver, mais je ne sais pas, ça permet de dédramatiser un peu la situation. Et du coup, tu as commencé quand exactement? C'était en 2021, c'est ça? Alors c'est ça, j'ai suivi la formation du CRA en février 2021. Et puis, la première chose que j'ai fait en sortant du CRA, c'est de chercher un accompagnateur, c'est-à-dire un conseil repreneur, dans la mesure où c'est une course contre la montre, puisque la notion de temps que tu viens de rappeler, elle est essentielle dans ce processus. Je me suis dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Malgré la formation qui nous aide, parce que pour comprendre finalement ce qu'est l'environnement de la reprise, pour comprendre quels sont les acteurs qui interviennent, que ce soit les banques d'affaires, les fonds d'investissement, les intermédiaires cédants, les intermédiaires repreneurs, les avocats, les experts comptables, bref, tous les gens qui composent le milieu du M&A. Bien qu'il y ait cette formation, il est évident qu'on n'a pas l'expérience de la reprise, et donc c'est un métier en soi dans lequel, pour se donner toutes ces chances, j'ai décidé de me faire accompagner. Donc j'ai travaillé avec un cabinet, j'en ai rencontré plusieurs, et puis après c'est une question aussi d'alchimie, de pâte humaine, et j'ai travaillé donc avec le cabinet Signadil, avec Olivier Lara. Et pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est un mandat acheteur que tu donnes à ce conseil, et après lui il est rémunéré au succès. Il y a une partie de frais que tu lui payes au moment où tu donnes le mandat. Comment ça se passe? Alors c'est pas un mandat acheteur, c'est un accompagnement. Bon, il y a un petit ticket d'entrée qui vise simplement à les aider à supporter quelques frais, et puis après lui il est rémunéré au success fees. Okay. Donc le deal se fait, il est rémunéré au pourcentage, le deal sur le montant de la transaction. Le deal ne se fait pas, il n'y a rien du tout. En fait, on choisit l'accompagnant, dans ce cas-là, on choisit l'accompagnant, mais il nous choisit aussi. Bien sûr. Il ne veut pas perdre son temps avec des touristes. Donc la mayonnaise était là, ça a bien fonctionné. Bon. Et alors pourquoi je l'ai choisi? C'est comme tout prestataire finalement avec lequel on va travailler. Je ne l'ai pas choisi pour m'aider à trouver des cibles. Comme j'ai un naturel un peu impatient, je n'avais pas envie d'être là en train de dire alors qu'est-ce qu'il y a comme cible, qu'est-ce que tu as comme dossier pour moi. Donc la chasse, je vais m'en occuper. En revanche, j'ai choisi un accompagnant essentiellement pour me renvoyer à mes propres contradictions, pour me servir en quelque sorte de sparring partner sur des dossiers que j'analysais en disant bah oui, ce dossier il a une probabilité d'aller jusqu'au bout, mais il faut être vigilant à tel et tel point. Celui-là au contraire, il y a tel point du dossier qui est sensible, sans pas trop, mais quand bon voilà. Pour faire le ping-pong et avoir le recul nécessaire sur certains Exactement, dossiers. parce qu'il y a des pièges qu'on ne détecte pas quand on commence à effectuer cette chasse. Donc le but c'était de gagner du temps, d'être capable de refermer les dossiers de sociétés en cession qui avaient une probabilité d'aboutir. Bon, ça a été essentiellement ça. Et ta fiche de cadrage, donc tu avais déjà identifié des secteurs d'activité auxquels tu t'intéressais, mais il y avait en termes de chiffre d'affaires, de valorisation, de souvenirs, j'ai le souvenir que tu as fait évoluer un peu cette fiche de cadrage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a fonctionné? Alors je dirais que la colonne vertébrale, le fil rouge de la reprise, et c'est un fil rouge qui est présent du jour où on commence à chercher jusqu'au jour où on va
on va closer, au jour où on va signer le deal, c'est être capable de répondre à la question en quoi l'expérience, les compétences que j'ai en tant que candidat repreneur, en quoi cette expérience et compétences combinées à la cible que je recherche, combinées à l'entreprise que je recherche, en quoi ce mariage va permettre de générer un résultat aussi bon, voire meilleur que ce que le cédant générait. Si on n'est pas capable de répondre à cette question, il faut refermer le dossier et ne plus s'y intéresser. Parce que c'est une logique mathématique du LBO finalement. Il faut être capable de rembourser une dette qu'on a levée, permettre le rachat et le succès de l'entreprise. C'est la logique mathématique du LBO. Et cette question, elle est présente de bout en bout. Et c'est une question qu'on va avoir si on a besoin de partenaires financiers, que ce soit des fonds d'investissement sur les fonds propres ou que ce soit des banques. En quoi vous avez cette légitimité de reprendre cette entreprise. Ensuite, tu m'as posé la question en quoi mon cadrage a évolué. Ouais. Donc j'ai fait un cadrage en fait sur ce que j'étais, description brève de mon parcours, les compétences que j'avais, que j'ai toujours. J'ai travaillé dans le milieu de l'automobile, des équipementiers automobiles. C'est un milieu extrêmement contraint en termes de qualité des produits, de coût de revient, de délai, dans lequel on est pris un peu entre les constructeurs automobiles qui sont assez importants et puis des fournisseurs souvent de matières premières assez imposants. Donc on est un peu la tranche de jambon au milieu des deux tranches de pain. Et évoluer dans ce milieu-là amène à développer des réflexes, des compétences en termes de management et de pilotage d'entreprise que j'ai mis en évidence dans cette fiche de cadrage. On est amené à faire l'hélicoptère entre des sujets très terre-à-terre et puis des sujets un peu plus stratégiques. Donc ça, c'était pour la partie expérience. Et puis après, le projet, c'était de reprendre une entreprise en B2B. On ne vend que ce qu'on sait faire. Moi, je n'ai jamais travaillé en B2C, donc bon, je n'avais pas de compétences ou de choses à vendre dans le domaine. Une entreprise industrielle qui produit quelque chose, soit de la valeur du service, de la valeur ajoutée, ou bien des produits manufacturés, sur la France entière. Et puis, un apport personnel qu'on considère soi-même comme toujours important, même s'il peut être plus modeste vu de l'extérieur. Donc, effectivement, j'avais mis un peu de sous de côté, mais néanmoins avec la possibilité d'être minoritaire dans l'affaire. Ce que j'avais mis comme critère, après, c'est un peu la lettre Père Noël. Ouais, juste pour rappeler, pareil aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, une fiche de cadrage, on va dire que c'est comme un canevas. C'est un format paysage A4 très classique avec des cases et on remplit un peu son CV, ses capacités financières, ce qu'on cherche, etc. Exactement. On décrit le projet que l'on a. Donc moi, dans mon cas, c'était entreprise industrielle en B2B, si possible avec une activité de production, une activité de conception, avec un service client et une qualité client, avec des possibilités de développement soit géographique, soit sur l'axe produit. Et puis in bonis, c'est-à-dire souhaitais reprendre une société qui était déjà rentable, sachant que reprendre une société qui est en difficulté financière pour un retournement, c'est encore un autre sujet. Ok. Ouais, tu étais finalement assez ouvert, que ce soit minot majoritaire, oui. France TGV, mais grosso modo assez ouvert, qui cadrait avec ce que tu avais fait dans le passé, mais ça laissait un champ des possibles qui était très large. Comment tu t'es ensuite attaché, donc c'est Signadil, c'est ça qui t'a amené la majorité des opportunités que tu pouvais étudier? Non, c'est moi qui les ai trouvées. C'est toi qui les as trouvées. Voilà, je les ai trouvées auprès des cabinets conseils cédants qui publient des annonces régulières. Le CRA en publie également d'autres. Et puis aussi par des contacts personnels. Là, il faut faire vraiment feu de tout bois, c'est-à-dire parler de son projet autour de soi, dans les différents réseaux dans lesquels on peut être impliqué. Il faut au contraire surtout pas se renfermer sur soi-même et rester devant son ordinateur. C'est être le vendeur de son projet en permanence. Exactement. On ne sait pas d'où ça peut venir. Et l'opportunité vient comme ça. Alors au début, on galère un peu. C'est difficile de trouver le projet qui nous correspond. Je m'étais fixé comme objectif de rentrer 5 dossiers par semaine qui correspondait à mon cadrage, ce qui est considérable. Je dois avouer que j'ai rarement atteint cet objectif, mais en tout cas, il était essentiel de maintenir un panier d'opportunités actifs, de façon à travailler dessus, à travailler sur ces dossiers pour essayer de les mener jusqu'au bout. Donc ça, c'était ma méthode de travail. Et puis, je donnais généralement un retour 24-48 heures auprès des conseils cédants qui m'avaient fourni ces dossiers pour leur dire je sens ce dossier, effectivement, ça résonne, ou au contraire, ben non, c'est pas pour moi. Et il vaut mieux le leur dire parce qu'eux ne veulent pas perdre du temps de la même manière que nous, on ne souhaite pas en perdre également. Puis on ne sait jamais. Au moins un conseil cédant qui s'entend dire, voilà, par un repreneur, ce dossier n'est pas pour moi, il dit au moins celui-là, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Donc le jour où j'aurai quelque chose pour lui, il saura me le dire aussi clairement.
Ouais, tout à fait. Pour revenir à ta question Ouais. sur le cadrage, je l'ai fait un petit peu évoluer, c'est vrai, essentiellement sur la taille de l'entreprise. Alors ça, c'est après avoir travaillé sur pas mal de dossiers. J'avais un cadrage pour des sociétés inférieures à 5 millions d'euros en chiffre d'affaires. Et puis, je me suis dit, finalement, j'ai toujours travaillé avec une petite équipe autour de moi dans toutes mes activités. Est-ce que je me vois reprendre une PME dans laquelle, une PME donc, avec une taille inférieure à un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Donc, si on reprend une société qui fait 1 ou 2 millions d'euros, c'est nécessairement une société dans laquelle le dirigeant fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est un peu au four et au moulin, le commercial, la comptabilité, les RH, la production, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'avais 58 ans. Je n'ai pas l'énergie qu'on peut avoir quand on est un peu plus jeune. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse évoluer ce cadrage parce que, tout simplement, développer une activité sur un chiffre d'affaires modeste, c'est un temps long. Et naturellement, par mon âge, j'ai un temps plus limité devant moi. Et donc, ça supposait finalement un temps plus court. Donc, une société finalement d'un chiffre d'affaires supérieur. Ok. Et puis, j'ai également un bon copain qui m'avait dit, qui dirige un fonds d'investissement, et qui m'avait dit, écoute François, si tu reprends une société qui fait avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2-3 millions d'euros, il faut que tu aies tout de suite une cible qui fasse sens pour en reprendre une et de façon à avoir un conglomérat qui ait une taille critique plus importante. Ça m'a aussi aidé à évoluer ce cadrage. Donc super intéressant. Du coup, tu es passé d'une tranche de sociétés qui pouvaient faire inférieure à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à des sociétés qui pouvaient aller jusqu'à 30, 40 millions de chiffre d'affaires. Enfin, tu n'avais plus de barrière mentale par rapport à ça. Exactement. Alors, les dossiers sont plus rares. Mm. Ils ne sont pas faciles à identifier parce que, naturellement, des sociétés de cette taille peuvent avoir une rentabilité plus importante. Donc, la nécessité d'avoir des fonds propres plus importants, une dette plus importante à lever. Et donc, ce n'est pas nécessairement des dossiers que des intermédiaires vont identifier comme étant reprenables par une personne physique, mais plus par des entreprises. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer, du coup, cet effet entonnoir, à peu près la quantité de sociétés contactées ou en tout cas avec qui tu as eu des échanges, combien de LOI Oui. et un deal, bon, on connaît l'issue, mais... Ouais. Alors, j'ai démarré ma chasse en mars 21 et j'ai rencontré ma société, donc Gamma Industrie, en novembre 21. Donc j'ai mis 8 mois à peu près pour la rencontrer, avant de signer un LOI en janvier 22. Dans ce laps de temps de 8 mois, j'ai étudié une centaine de dossiers qui correspondaient à mon cadrage, parce qu'effectivement, on peut en avoir beaucoup plus si on est à côté de la plaque. Ouais, j'ai dû rencontrer une quinzaine de cédants et j'ai fait une seule LOI. Okay. Donc il y a une question de volume, mais ces chiffres finalement ne veulent pas dire grand-chose. J'ai des copains qui ont repris des sociétés, ils ont étudié un dossier, ils ont rencontré le cédant et ils ont signé la LOI et ils ont racheté. Donc voilà, ça fait 1. Moi j'ai fait 115, 1. Mais dans l'absolu, ça veut rien dire. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter maintenant que tu as rencontré Gamma Industrie, je trouve cette formule sympa. Donc la chasse est fermée, tu as la LOI en exclusivité. Comment ça se passe à partir de là? Tu te dis, ok, maintenant j'ai fait une offre, j'ai le prix, il faut que je trouve le financement. C'est ça. Alors d'abord, ça a été la rencontre avec le dirigeant de Gamma Industrie retraite. Donc on a signé cette LOI en exclusivité et là, il s'est agi en fait de monter finalement le dossier de financement pour permettre l'acquisition et aller jusqu'à la signature. Alors c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des tas d'événements qui peuvent se produire durant cette phase. Là, l'accompagnement, il prend tout son sens et je dois dire que si j'avais pas été accompagné par Signadil durant ce processus, je pense qu'il y a peu de chances que j'y sois parvenu. Parce qu'il faut être en mesure d'identifier les bons partenaires financiers pour monter ce dossier de financement, donc sur les fonds propres. En l'occurrence, je suis parti avec des fonds. Je ne pouvais pas être majoritaire compte tenu de la taille de l'entreprise, mais ce n'était pas du tout un problème. Je pense que il vaut mieux parfois être minoritaire dans un deal et négocier un bon management package plutôt que d'être majoritaire à tout prix. Et est-ce que tu peux nous présenter Gamma Industrie, ton activité en quelques mots, au moment où tu fais la LOI, quelques données financières clés, si tu peux les partager, pour avoir une idée de ce que ça représente comme... Gamma Industrie est le leader du plancher technique surélevé. Le plancher technique surélevé, c'est ce qui sert finalement dans tous les immeubles de bureaux, mais également dans les data centers, les salles informatiques, les salles blanches. C'est ce qui sert à créer un vide entre le plancher béton et le plancher sur lequel on marche. Et ce vide sert à faire passer des utilités, des câbles électriques.
Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe dans les bureaux. Mais également, dans les data centers, on y fait passer de la ventilation, tout un tas d'équipements, de l'eau, de l'air, qui permettent finalement d'apporter ces utilités au baies informatiques. Voilà, donc ça sert à créer ce vide. Donc c'est constitué finalement d'une ossature ou à base de vérin, à base de traverses, essentiellement métalliques, et puis de dalles de différentes natures. C'est généralement des dalles en bois encapsulées dans du métal, ou bien des dalles en aluminium, ou bien des dalles en sulfate de calcium. Donc c'est une activité à la fois de métalleux, hein, pour comprendre ce que c'est, et puis une activité de menuisier. Donc il y a un site de fabrication qui est basé à Formerie, dans l'Oise, qui fait 10 000 m². Et puis, on a une activité de transformation du métal, essentiellement pour tout ce qui est vérin et traverse. L'entreprise compte, au moment où je la reprends, compte 70 salariés. Elle fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est bénéficiaire. Et puis, elle produit environ 700 à 800 000 mètres carrés elle les fabrique et elle les pose, ces planchers techniques, sur l'ensemble du territoire français, avec une petite part à l'export. Les clients de l'entreprise, ce sont essentiellement les principaux acteurs de l'acte de construire, c'est-à-dire soit des promoteurs immobiliers, soit des entreprises générales, que ce soit sur de la construction neuve ou bien sur la réhabilitation de sites, réhabilitation de bureaux. Ok, super intéressant. Voilà, une fois que tu as trouvé le financement, donc tu as trouvé le fonds qui allait être le fonds majoritaire avec lequel tu allais, entre guillemets, te marier. Comment ça s'est passé? Tu as audité, la LOI en exclusivité te permettait d'avoir quand même une position de force dans la négociation. Comment ça s'est passé tout ça? Oui, alors bon, j'ai travaillé avec 2 fonds minoritaires, qui à eux deux, effectivement, sont majoritaires. Okay. Hein, mais en fait, dans toute cette période, j'ai travaillé avec 4 fonds en parallèle, et puis j'en ai sélectionné 2 à la fin du processus, qui ont bien voulu m'accompagner. Non, on n'est pas du tout dans une relation, de force, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il s'agit de s'assurer jusqu'au bout, jusqu'à la signature, finalement, que le projet est viable. Donc effectivement, une fois la LOI signée, eh ben, on lance des audits financiers, audits juridiques, audits industriels, si nécessaire, de façon à voir si les éléments que l'on a perçus avant la LOI, jusqu'à la signature de la LOI, se confirment au travers de ces audits. Et si on ne trouve pas des choses qui vont poser problème, auquel cas on renégocie un certain nombre de points de la LOI pour signer le deal. Super clair. Et du coup, le financement est approuvé, tu vas jusqu'au protocole. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta première semaine ou des 100 premiers jours? Comment ça s'est passé? Et puis, je crois qu'on n'est pas loin, où on a dépassé les 2 ans anniversaire de la reprise. Une autre question, mais je te la poserai après, mais quels sont tes enseignements 2 ans post-reprise, et quelles leçons tu en tires, et qu'est-ce que tu voudrais partager En arrivant dans la société, si tu me posais la question des premiers jours, finalement, en fait, on découvre la réalité. Ouais. On sent, évidemment, avant de racheter, tu as vu la société par le prisme des audits, mais évidemment. Le prisme des audits, et puis les quelques rencontres que j'ai pu faire en rencontrant quelques collaborateurs de l'entreprise au préalable. Et puis après, on est confronté à la réalité. Et on espère que la réalité sera conforme, pas trop éloignée de ce que l'on a pu détecter. Et je dois avouer que j'ai pas eu d'immenses surprises, même. C'est une chance. Et du coup, tu as rencontré tous les collaborateurs. Oui. Tu t'es présenté, tu les as reçus individuellement. Comment ça... Il y a un nouveau repreneur. Bon, il y a un repreneur. Donc, comment va-t-il se comporter? Il y a du doute, il y a de l'inquiétude. En l'occurrence, je les ai reçus individuellement pour comprendre qui ils étaient, pour me présenter, évidemment. Et puis, pour comprendre quels étaient également leur environnement, lorsqu'ils voulaient bien m'en parler, familial, dans quel univers ils étaient, et puis dédramatiser ce que peut constituer une reprise d'entreprise, de parler des doutes que ça peut soulever. Alors, ils me demandaient souvent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, ce que je vais faire, mais on va travailler ensemble, et puis on va le définir ensemble. Même si on peut avoir une petite idée, évidemment, on a rédigé un business plan, on a quelques idées, mais ça, c'était avant, c'était la théorie. Quand on est confronté à la réalité, il va falloir adapter, justement, de par le retour que nous donnent les collaborateurs, adapter ce business plan de façon à le traduire et à l'adapter à la réalité. Donc voilà, au début, je pense que c'est une erreur de dire voilà ce que je veux faire. On l'écoute, on s'imbibe, on s'imprègne de ce que nous disent les collaborateurs. On ne fait aucune promesse. Une fois qu'on a fait la promesse, il faut la tenir. Et j'ai indiqué, voilà, on va construire ensemble cet avenir. Et le moment venu, je serai amené à dire quels sont, après tous ces échanges, après une période d'adaptation, de compréhension du réel marché de l'entreprise, de ses produits, de ses possibilités. À partir de ce moment-là, je vous dirais quelle peut être la fiche de route. Et puis, on avancera comme ça. Donc ça a été assez pragmatique. Et puis effectivement, au bout de 3-4 mois, je suis revenu vers eux en disant
Voilà les axes que j'entends développer. Et aujourd'hui, donc ça fait plus de 2 ans, maintenant que tu as repris Gamma Industrie, quels enseignements t'en tires? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Quel est ton sentiment global sur la reprise? C'est un succès? Alors on pourra dire que c'est un succès si c'en est un, une fois que j'aurai remboursé ma dette. La seule chose que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est signer, et puis quand même si j'ai remboursé mes 2 premières échéances. Voilà, si j'avais un regret, alors peut-être plus sur la phase de reprise, sur la phase pour venir à la chasse finalement. Alors j'ai mis 8 mois à trouver Gamma Industrie. Bon, c'est comme ça que ça s'est présenté comme ça, hein. C'est peut-être le fait de m'être peu intéressé à l'approche directe d'entreprise. Voilà, je pense que si j'avais à le refaire, je me serais intéressé davantage à l'approche directe pour contacter des entreprises. Directement des cédants potentiels. Exactement, des cédants potentiels. En regardant peut-être des secteurs d'activité de manière Oui. ultra ciblée. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à ta question, sur la reprise, je pense qu'il y a quelques audits que j'aurais dû approfondir, et c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Alors autant les audits financiers, juridiques, qui ne sont pas nécessairement mon cœur d'activité. Mon cœur d'activité, mon domaine de prédilection. Ouais. Ceux-là, je les ai fait réaliser, puis bon, ils ont révélé ce qu'ils ont révélé, et puis ça s'est très bien passé. Et puis par contre, l'audit industriel, je pense que j'aurais dû l'approfondir davantage. Audit assurantiel également, à ne pas négliger. Ça, ce sont des points, je pense, que j'aurais dû approfondir davantage. Et voilà, j'ai découvert des petites choses par la suite qu'il a fallu gérer. Dans un processus de reprise, on cherche à être le plus exhaustif possible. On n'y parvient pas toujours. Donc on sait très bien qu'il y a des choses qui vont passer au travers des mailles du fil. Oui, tout à fait. Et je sais qu'il existe des audits commerciaux aussi. Oui. Des audits informatiques. Est-ce que tu avais fait tout ça ou au final c'était... Non. Non. J'avais pas fait d'audit commercial. C'était un choix, hein. Après, on a aussi des moyens qui sont... tout ça, ça coûte des sous. Ouais, c'est clair. Et ces audits, finalement, c'est un engagement que l'on prend vis-à-vis des auditeurs que l'on sélectionne, de les rémunérer, même si le deal ne va pas jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas engagé d'audit, je dirais que si le deal ne va pas jusqu'au bout, on n'a pas engagé trop de frais. En revanche, à partir du moment où on sélectionne un cabinet d'avocats, un expert comptable ou un expert industriel pour faire des audits industriels, là, on s'engage à les payer. Bien sûr, ouais. Même si le deal ne va pas jusqu'au bout. Et est-ce que tu avais justement négocié une clause avec le cédant? Parfois, il y a des clauses qui se négocient. Si le deal ne se fait pas à l'initiative du cédant pour X raisons, il se désengage. À ce moment-là, il prend en charge la totalité ou une partie des audits qui auraient pu être menés. Il y avait quelque chose comme ça. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas eu ce type de clause. Parfait, merci. Et du coup, aujourd'hui, quelle est ta vision aussi pour la suite? Est-ce que l'exit, c'est un sujet auquel tu penses? Toi qui as été de manière assez récente finalement dans la reprise, est-ce que toi, en tant que à nouveau jeune repreneur, c'est tout de suite un sujet, la transmission, la cession de la société? Comment tu abordes ce sujet? Alors, ça peut être la cession, ça peut être la relution également, c'est-à-dire se faire un secondaire et puis... c'est-à-dire racheter les deux fonds. Racheter une partie des parts, parce que bon, pour se relever du premier coup à 100%, c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais alors effectivement, j'y ai pensé dès le premier jour. C'est quoi la suite? Sans nécessairement l'identifier en disant je vais vendre mais en tout cas, en me disant il faut que dès le premier jour, je me mette dans une optique de structuration de l'entreprise pour que le moment venu, sans savoir quel sera ce moment venu, la société puisse avoir créé de la valeur entre le moment où je la rachète et le moment où on fait cette relution ou cette vente. Et le business plan, finalement, ça n'est rien d'autre que la traduction de ça. Donc, développer l'entreprise pour qu'elle soit plus belle et plus performante. C'est quoi pour toi la différence entre les deux? La profitabilité, c'est uniquement des sous. La performance, on peut la trouver partout. Donc le projet de l'entreprise, c'est rendre Gamma plus belle et plus performante. Écoute, merci. Je te propose maintenant d'aborder une vision un peu plus macro de l'économie et de nos environnements. Quel est ton sentiment général aujourd'hui vis-à-vis du business en France? On ne peut pas dire que ce soit une période particulièrement florissante. Alors en France, on a un environnement normatif qui est extrêmement important. Et je dirais qu'on ne joue pas dans les mêmes cours de compétition que bon nombre de pays étrangers. Là, en tant que patron de PME, est-ce que tu as été marqué par ça ou tu t'en doutais déjà un peu? Non, surpris non, parce qu'on y était confronté. En revanche, quand on travaille, avant de reprendre une PME, généralement quand on est dans un groupe, ce qui était mon cas, on a des services qui s'occupent de tout ça et on est concentré sur l'opérationnel. Quand on dirige une PME, on scoltine directement l'ensemble de cet environnement. Il faut le comprendre. Donc, on n'est pas nécessairement familier et habitué à traiter avec cet environnement normal. Ta vision de la reprise aujourd'hui en France,
Qu'est-ce que tu penses de ce mode d'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose au final, avec le recul, tu aurais voulu te lancer plus tôt? Est-ce que tu penses que plus de gens peut-être devraient s'y intéresser? Est-ce que au final, en étant passé par là, tu te dis et tu as envie peut-être de partager un message en disant que c'est pas si compliqué, ça, de loin ça paraît compliqué, mais en réalité ça l'est pas tant que ça. Comment et qu'est-ce que tu pourrais partager par rapport à ça? Alors, il y a créer et reprendre. Créer, il faut avoir l'idée et quand on crée, on se confronte finalement à la réalité, de ce que vaut l'idée sur le marché. Donc la start-up, c'est bien, néanmoins, quand on voit le pourcentage de start-up qui, 2 ans ou 5 ans après, sont rentables, ont trouvé leur marché, le pourcentage est pas si élevé que ça. La reprise est quand même quelque chose de plus, je vais pas dire sécurisant, parce que reprendre une entreprise, ça veut pas dire que mécaniquement, on va être en mesure de, la développer, et de poursuivre, son cycle de rentabilité. Donc, la reprise, je trouve que c'est un formidable, outil. Il y a beaucoup de PME en France, beaucoup de PME qui vont être à transmettre dans les années qui viennent. Quand on a un petit peu d'expérience, un petit peu de compétences, on trouve chaussure à son pied, même si c'est un parcours du combattant, hein, qui nécessite de l'énergie, comme on a pu en parler juste avant. Mais je trouve que c'est un levier absolument extraordinaire, parce que la PME, à part nature, une PME qui a déjà une certaine maturité, qui a trouvé son marché, bah, nécessairement, en termes de viabilité, elle est plus prometteuse statistiquement qu'une start-up que l'on crée. Fait. Et pour revenir, juste, je reviens à la conjoncture quand même au niveau économique sur la partie construction. Aujourd'hui, on sait que le secteur du bâtiment et de la construction, euh, ça va mal. Il y a quand même moins de chantiers qui se lancent. Pour autant, de ce que j'en ai compris, Gamma Industrie fonctionne bien, voire très bien. Comment tu l'expliques ce décalage? Alors, d'une part, en ayant un petit peu anticipé le cycle de décroissance de l'activité en chiffre d'affaires, donc en ayant travaillé sur les frais fixes de l'entreprise, en ayant travaillé sur la part achat de l'entreprise, en ayant travaillé également sur tout ce qui est relais de croissance. Donc ces actions-là, finalement, elles parviennent, alors non pas à contrer complètement le cycle de décroissance, mais elles parviennent à bien accompagner finalement le développement de l'entreprise. Et ta vision des PME en France, à nouveau, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé? Comment tu vois cet écosystème? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble sous-coté aujourd'hui en France? On en parle très peu dans les médias. C'est un des objets d'ailleurs de cette chaîne et du podcast, hein, c'est de mettre en lumière ton parcours, tes initiatives. Ouais. Comment tu vois ça de ton côté? Alors très peu, non, mais trop peu, oui. C'est un formidable terreau. On parle beaucoup du CAC 40, des grandes entreprises. Il y a beaucoup de battage qui est fait autour de ça, mais bon, l'entreprise du CAC 40, c'est quelques dizaines d'entreprises comparées aux dizaines, centaines de milliers de PME qu'on a dans le pays. Et donc, je trouve qu'il y a un focus trop important qui sont faits sur ces grands groupes au détriment finalement de l'activité économique et de l'emploi qui est généré par les PME. Et puis, il y a un autre aspect là, qui est plus lié, alors, je ne sais pas si c'est à la culture française, en tout cas à l'ambiance générale. C'est aux États-Unis, les entrepreneurs sont vus comme des stars. En Allemagne, sont vus comme des héros. En France, sont vus comme des voyous. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être vu comme une star ou comme un héros. Tout simplement, comme dans tout métier, il y a des gens honnêtes et puis des gens qui ne sont pas honnêtes. Et il n'y en a pas plus ou moins dans le milieu des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, que dans d'autres métiers. Et je trouve qu'il y a une distorsion qui est faite finalement de ce point de vue-là. Donc, ouais, il y a un formidable terreau sur les PME. Je rappelle quand même qu'un dirigeant de PME qui reprend une société, il se risque lui-même. J'ai écouté il y a quelques jours le nombre de dirigeants d'entreprise qui se sont retrouvés sur la paille. C'est plus de 60 000 qui se sont Ouais, j'ai lu retrouvés ça aussi. Ouais. sur l'année dernière. C'est important comme Ouais, c'est chiffre, aussi hein. une réalité. Ouais. C'est une réalité. Et la moyenne de rémunération des dirigeants d'entreprise, je crois qu'elle n'excède pas 2 500 euros bruts par mois. Donc, il faut quand même rendre des choses à leur juste proportion. Proportion gardée, effectivement. Justement, j'en viens à une question. Toi, si tu avais, on va dire, François Rosen, président de la République, ou avec entre guillemets, une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place pour
aider nos PME, l'économie en général? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as des pistes? Alors, j'ai parlé de l'environnement normatif. Je trouve qu'on est trop contraint par cet environnement normatif, ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi. Les champions de la réglementation, de la norme, et c'est un enfer pour les dirigeants d'entreprise, surtout dans les PME, où on n'a pas des armées de ressources pour traiter, pour naviguer dans cet environnement normatif. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le coût du travail. Quand tu regardes le ratio qu'il y a entre le revenu net d'un salarié par rapport au coût pour l'entreprise, il est totalement distordu par rapport à ce qu'on peut voir dans nos voisins européens. Donc oui, le coût du travail en France est beaucoup trop important. J'aimerais de très loin pouvoir mieux rémunérer mes salariés sans que ça pèse autant en termes de charges sur l'entreprise. Tout à fait. Quel est ton moteur quotidien, toi, pour avancer, continuer, pour avoir l'énergie que tu as et que tu décris? Alors, c'est essentiellement de voir mes collaborateurs, les salariés de l'entreprise, qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est essentiellement ça, mon moteur. Ça peut paraître curieux, mais le patron, il ne cherche pas à avoir des salariés qui le briment, qui l'essayent d'essorer dans tous les sens. Moi, je suis heureux quand je vois des gens heureux autour de moi. Voilà, au quotidien, c'est effectivement le sourire des salariés que j'ai. C'est pas tous les jours rose, hein. On est amené à rencontrer des situations qui sont pas simples, à être assertif avec les gens en disant ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc je suis pas en train de dire qu'on vit dans un monde de bisounours, c'est que Gamma est un monde de bisounours. C'est pas Mmh. ça. Mais mon moteur, c'est ça, c'est essayer de rendre les gens heureux autour de moi. Quand je disais rendre Gamma plus belle et plus performante, ça y contribue. C'est plus belle vis-à-vis de ses clients, mais plus belle également pour que les gens qui y sont Sois heureux de venir soient travailler. heureux. Voilà, ça c'est mon moteur. Et puis la deuxième chose, pour revenir à ce que je disais au tout début, je fais ça pour retrouver du sens, pour retrouver une maîtrise de ma destinée. Et je dois avouer que cette aventure entrepreneuriale, elle est géniale de ce point de vue-là. Mmh. Et ouais, je revenais juste à l'environnement familial. Aujourd'hui, comment c'est perçu par tes proches, la reprise, enfin cette reprise réussie? On peut dire que c'est une reprise réussie, même si c'est un chemin qui est continu. Il y avait peut-être de l'inquiétude auprès de ton épouse. Comment aujourd'hui il y a un peu plus de sérénité? Oh, je suis pas persuadé, non. Je suis pas persuadé. Ok, Non, non, elle m'a toujours soutenu et accompagné, soutenu. Même si on peut avoir des discussions autour de ça, ça n'a pas généré d'angoisse particulière d'angoisse au moment de la particulière. reprise. Ouais, Et je finis souvent les interviews comme ça, et c'est quelque chose qui est relativement classique. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, alors que ce soit sur le business ou à titre perso, une de tes dernières lectures, ou un livre qui t'a marqué un peu ouais, dans alors, ta vie? euh, un livre qui a été écrit par Stéphane Bijard, qui est un coach d'entreprise un peu particulier, qui a la particularité de travailler sur les points forts des organisations, sur les points forts des personnes. Et ce livre s'appelle De l'ombre à la lumière du Nord. Il décrit dans ce livre la façon dont il avait accompagné dans les années, je crois que c'était en 97-98, l'entraîneur de l'équipe de Lens en foot. Lens n'avait jamais gagné le moindre titre en foot jusqu'à cette époque-là. Il a accompagné l'entraîneur de l'équipe de Lens et ça a produit, je ne sais plus si c'était en 97 ou 98, ils ont gagné le titre de champion de France. Voilà. Et ce livre montre finalement qu'en travaillant sur les points forts d'une organisation, plutôt que de se concentrer sur ses points faibles, on arrive à faire des miracles. Est-ce que toi, tu avais des questions que tu voulais qu'on aborde, des sujets, des thématiques qui te semblent importantes, sur lesquelles tu voudrais partager quelque chose? Alors, sur la transmission, je voudrais revenir sur un point. Je parlais de la légitimité qu'on a à reprendre une entreprise. Donc, j'ai eu à mettre en œuvre chez Gamma Industries des choses, rigoureusement les mêmes processus que j'avais mis en œuvre dans le milieu des équipementiers automobiles, mais en plus simple. Mmh. Et c'est en ça que j'avais finalement cette légitimité. Et je crois que c'est un peu le mot-clé, c'est quelle légitimité a-t-on à reprendre une entreprise par rapport à son expérience et à ses compétences. Si on ne sait pas répondre à cette question, il faut passer à un autre dossier. Ouais, tout à fait. Et tu avais été challengé à l'époque, même par des fonds ou par des acteurs bancaires, en Oui, disant écoutez, monsieur Rosen, vous venez pas du monde du BTP, qu'est-ce que vous faites sur ce dossier-là? C'est un peu ce que tu expliques, c'est-à-dire que toi-même, tu étais ultra convaincu de ce que tu pouvais apporter et de la transversalité un peu de tes connaissances à appliquer à ce monde-là. oui, alors effectivement, je venais pas de
de ce secteur d'activité. En revanche, c'est très rassurant de démontrer que les processus qu'on va avoir à mettre en œuvre sont les mêmes que ceux qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant, en plus simple. C'est très rassurant. Ouais, tout à Ça, fait. c'est le premier point. Après, la deuxième chose, c'est il faut connaître son dossier sur le bout des doigts, de façon à l'incarner complètement. Bon, là. Et puis le troisième point, c'est que c'est avant tout, comme dans le monde des affaires, c'est avant tout une question de confiance. C'est avant tout une question de confiance. Hein. C'est pas parce on a les diplômes qui vont bien, on est passé par telle entreprise, on a fait ci. C'est avant tout une relation de confiance dans une personne physique à piloter un business. Ça, faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question sur le cédant que tu évoquais tout à l'heure. Comment s'est passée la rencontre? Est-ce que ça a été dur de le convaincre? Est-ce qu'il y a eu tout de suite un fit, un match? Est-ce qu'il y avait une notion de prix qui était importante par rapport à l'acquisition, ou au final, le prix, c'était secondaire et ça a été un prix de marché, entre guillemets, et c'était essentiellement du fit, et toi, la vision assez rapide de savoir quelle valeur ajoutée tu allais pouvoir apporter rapidement à la société? Oui. Il y a une question effectivement, est-ce que ça fit? Est-ce que je le sens bien? Est-ce qu'il peut avoir les compétences? Il a dû probablement se poser toutes ces questions. Et puis après, les choses se font, je dirais, un peu naturellement. On s'est revus une ou deux fois. Et puis j'en suis venu à me poser la question de comment financer, quel prix, etc. Finalement, le prix le prix d'acquisition n'a pas été point central. Bon, il y a un prix de marché. On a discuté autour de ça. On a fait quelques aménagements, mais ça s'est conclu assez vite finalement. C'était assez marginal. Et lui, c'était un départ à la retraite? Oui, c'est ça, oui. Ok. Oui. Ok. Absolument, ouais. L'envie de passer la main et de prendre une retraite bien méritée. Oui, je pense, oui. Je sais pas si tu as des questions. Sur le CRA, peut-être. Le CRA, c'est une association qui forme à la reprise d'entreprise, dans laquelle interviennent les différents acteurs tournent autour de la reprise, que ce soit des conseils des avocats, des experts comptables, des conseils repreneurs, des conseils cédants, des banques, des fonds d'investissement, des conseils, des auditeurs en système d'information, en assurance. Donc on retrouve l'ensemble d'intervenants professionnels qui viennent apporter leur expertise. La formation au CRA dure 3 semaines, donc c'est un cycle à la fois court, condensé, mais qui permet en un temps relativement court de comprendre dans quel environnement on va naviguer. Donc toi, tu recommandes fortement. Je dirais que c'est un gage de succès. Hein. C'est une course contre la montre, hein, la reprise. Donc partir formé, même si la formation n'apporte pas tout, et il va falloir vivre des dossiers, ça permet quand même de gagner du temps et d'éviter de faire des bêtises. Mais c'est super. Une petite question sur toi, la retraite. Bon, c'est un peu lié à la question de la sortie, etc. Mais c'est quelque chose auquel tu penses pas forcément. C'est quelque chose d'actualité. Oui, pas plus que ça. Enfin, ouais, tant pas que tu plus prends que du ça, plaisir en fait dans ce que tu fais Bon, quotidiennement. mon pas l'impression moteur, forcément c'est le plaisir que je prends à me lever tous les matins. Le jour où il y a plus plaisir, il faut faire autre chose, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que moi, avec l'âge, on se connaît un petit peu plus. Mmh. Mes copains me disent, toi, t'es un homme de projet. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai des projets dans la vie. Si j'ai pas de projet, voilà. Et donc j'avais ce projet de reprise, je l'ai mené. Maintenant, j'ai le projet de développement de l'entreprise. Et puis derrière, il y aura peut-être un projet de nature différente. Donc, c'est fait par cycle, finalement. Mais bon, la retraite, est-ce que c'est un projet en soi? J'en suis pas persuadé. C'est pas une date fatidique. Non, mais après, chacun fonctionne Ouais, un comme peu il l'entend, son horloge biologique différente. Aussi, donc, voilà, moi, je vais pas... Bon, écoute, merci beaucoup, François. Merci pour ta présence. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin ou quelque chose. En tout cas, moi, j'ai été ravi de t'accueillir sur le podcast de #PME Nation. Et je te félicite pour cette idée, parce que il y a une émission à la télé dont on a un petit peu parlé là, sur les startups, là, dans lequel, qui va être mon associé. Voilà, qui va être mon associé. Et je trouve que ton idée, finalement, via cette chaîne YouTube, elle est absolument géniale, parce qu'elle met le focus sur... non pas la start-up, mais sur la reprise d'entreprise, qui est un levier absolument extraordinaire pour continuer à développer les PME et puis l'économie en France. Donc félicitations à toi. Écoute, merci François, et puis je te dis à bientôt, et bonne continuation pour Gamin Industrie du coup. Merci.